Alors, en dépit du titre provocateur de ma communication, n'attendez surtout pas de scoop sur la peste d'Athènes. Je ne suis ni spécialiste de médecine antique, ni de l'histoire des épidémies. Et comme par ailleurs le texte de Thucydide a déjà été étudié sous tous ses aspects et a donné lieu à une immense littérature scientifique, je me contenterai aujourd'hui de vous proposer quelques réflexions nées de la relecture de Thucydide à la lumière de la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, d'abord, un petit rappel. Voici, pour ceux qui ne l'auraient pas directement en mémoire, Thucydide consacre un long passage du livre 2 à l'analyse de la peste d'Athènes, en suivant le programme suivant, en suivant l'exposé que voici. Il évoque d'abord le début de l'épidémie à Athènes, en mentionnant un fléau sans pareil, décrit ensuite les hypothèses faites sur l'origine et la progression de la maladie, tout en reconnaissant que les causes en sont obscures. Puis il décrit, et c'est sans doute le passage le plus célèbre, les symptômes de cette maladie, ensuite son extension aux animaux, puis les effets psychologiques sur la population. Il ajoute ensuite quelques raisons aggravantes de l'épidémie, en particulier l'afflux des réfugiés selon la politique de Périclès dans les murs d'Athènes et les conséquences pratiques que cela a eues. Un autre chapitre est ensuite consacré aux conséquences morales à long terme de cette épidémie. Puis il propose quelques interprétations qui ont été faites de cette épidémie, le tout ayant couvert une durée d'environ 40 jours, puisqu'au chapitre 57, il ajoute que l'épidémie se poursuit et mentionne une supposée réaction des Péloponnésiens. Le chapitre 58 étend le champ de l'examen en mentionnant l'extension de l'épidémie aux troupes alors en opération à Potidée. Le chapitre 59 conclut sur le mécontentement à l'égard des responsables politiques, en particulier Périclès, mécontentement dans lequel l'épidémie rentre pour une part certaine. Les chapitres 60 à 64 sont entièrement occupés par un discours de Périclès, dans lequel il répond surtout aux reproches qui lui sont faits sur la conduite de la guerre, mais dans lequel il aborde brièvement la question de l'épidémie et donne quelques conseils sur la manière d'y réagir. Enfin, l'épisode se conclut au chapitre 65 par la mention de sanctions prises contre Périclès, suivi un an plus tard de sa réélection comme stratège, et évoque très brièvement sa mort. Un dernier chapitre, plus loin, au livre 3, fait état d'une reprise de l'épidémie et du bilan de celle-ci. À partir de là, je reviendrai sur certains de ces éléments, en commençant par la description que fait Thucydide du début de l'épidémie, dont il marque d'emblée l'ampleur, bien sûr, le caractère inouï et surtout soudain, un événement tel qu'on n'en connut jamais d'autre, même s'il a pu avoir des précédents. En d'autres passages, il donne des chiffres, bilan des morts auxquels nous sommes malheureusement habitués en cette période. Dans ce passage, que je vous ai situé tout à l'heure, qui mentionne l'extension de l'épidémie au moment du siège de Potidée, il insiste d'une part sur la forte contagiosité de cette épidémie, sur laquelle il revient d'ailleurs à plusieurs reprises, et donne les chiffres des pertes. En particulier, ces 1050 hoplites sur 4000 qui moururent dans l'expédition d'Anion en l'espace, autant qu'on puisse dire, de 40 jours. Il s'agit des 4000 hoplites du corps expéditionnaire. Nous n'avons pas les statistiques sur les pertes de la part des troupes jusque-là à Potidée.
Ces chiffres ont permis de calculer non pas peut-être un taux de mortalité, parce qu'il nous manque pour faire des bilans le nombre de cas positifs ou de cas constatés, mais en tout cas permettent d'affirmer que le taux de mortalité était au minimum de 26% si les 4000 hoplites de l'expédition avaient tous été contaminés, ce qui n'est peut-être pas le cas. Cette question des chiffres et des bilans revient à plusieurs reprises, puisque dans la seconde vague, celle de l'hiver 427-426, Thucydide en profite pour mentionner à la fois la durée de chacun des épisodes, mais aussi pour donner un bilan global de l'épidémie. Il ne périt pas moins de 4400 hommes dans le corps des hoplites et 300 parmi les cavaliers, la masse des autres pertes ne pouvant être chiffrée. Les sources de ces statistiques sont sans doute la tenue des comptes militaires et c'est pour ça que les autres pertes ne peuvent être chiffrées. Elles ont quand même été utilisées, par exemple, par Morgan Hansen pour essayer de calculer les pertes dans la population globale en extrapolant à partir de ce que l'on pouvait estimer de la population d'Athènes et d'arriver à l'idée que cette épidémie fit environ 15 000 morts sur une population d'environ 47 000 citoyens. Et évidemment, les non-citoyens ne sont pas pris en compte. Thucydide s'arrête ensuite sur les effets psychologiques qu'a eu l'épidémie sur la population, en particulier avec ses conséquences immédiates. Et il analyse la diversité de ces effets et la diversité des réactions sur la population. Il mentionne d'abord le découragement chez certains, il mentionne aussi les effets de la contagion, la crainte, chez certains qui pratiquent outre mesure les gestes barrières en refusant de s'approcher les uns des autres, avec les conséquences qui en résultent, le drame de l'abandon dans les maisons qui ne sont plus visitées. Autre réaction, celle de la générosité et du respect humain, qui fait que les gens continuent à avoir des contacts sociaux, mais avec les conséquences qui en résultent, c'est-à-dire souvent la mort. Le découragement pris sous un autre angle, les gens qui n'ont plus la force de pleurer ceux qui s'en allaient, la piété plus grande chez ceux qui en réchappent et qui là est une conséquence et non une cause du fait que l'immunité supposée développe l'absence de crainte. Et enfin, dernier type de réaction, l'espoir frivole qu'à l'avenir, on ne sera plus atteint par aucune maladie et que l'on est devenu en quelque sorte un super-héros comme certains présidents américains au sortir du Covid. Par la suite, Thucydide passe, dans ce texte très célèbre qui vous a déjà été présenté, sur les conséquences plus durables de l'épidémie, avec ses répercussions morales et sur le changement que cela induit dans les mentalités. L'idée générale en est un désordre moral croissant, avec une augmentation de l'audace, le goût des satisfactions rapides, et du plaisir, en particulier dans le domaine des biens, le refus de l'effort et de chercher à atteindre le beau ou le juste, un retour sur l'agrément immédiat, quelle que soit l'origine du plaisir remplaçant la quête du beau et de l'utile, la disparition de la crainte des dieux ou de l'observation de la loi. Et tout cela se résume à la fin vers l'envie de profiter un peu de la vie. Au terme de cette description thucydidéenne, on peut se poser une question. Comment une épidémie d'une telle ampleur, dont Thucydide décrit l'impact à la fois sur les familles, sur la population, sur la vie quotidienne,
a pu être suivi d'un tel silence dans les autres sources et dans la documentation contemporaine. Thucydide est quasiment notre seule source contemporaine sur la peste d'Athènes. On peut s'étonner d'un certain nombre d'absences. J'en citerai quelques-unes. Par exemple, comment se fait-il que le pseudo-Xénophon, qui écrit un pamphlet politique dirigé contre la démocratie, sans doute dans ces années-là, dans lesquelles il attaque aussi bien le mode de vie démocratique, les décisions des dirigeants démocrates et surtout la manière dont Athènes fait que les populations diverses se côtoient sans séparation entre les différentes catégories de la population, ne fait aucune allusion à cet épisode de peste. Ce pourrait être un argument pour dater ce traité d'avant 430, mais il est probable qu'il date plutôt des premières années de la guerre du Péloponnèse. Même silence dans la comédie, qui pourtant se fait le reflet des humeurs, des modes, et constitue en quelque sorte la revue de presse des années athéniennes. Certes, on n'a pas gardé de comédie contemporaine directement des faits, mais des fragments auraient pu faire l'objet de citations privilégiées. Aristophane, quelques années plus tard, aurait pu y faire des allusions. Rien non plus chez les philosophes. Chez Platon, par exemple, qui, certes, était sans doute encore enfant au moment où l'épidémie s'est déclenchée, mais qui, dans les dialogues où il met en scène Socrate et des personnages plus âgés, tels que les sophistes, n'évoque jamais l'épidémie, sinon peut-être à travers cette mention assez énigmatique que l'on trouve dans le banquet, où Socrate évoque Diotime, cette femme savante en ces matières et bien d'autres. C'est elle qui, jadis, avant la peste, fit faire aux Athéniens les sacrifices qui retardèrent de 10 ans la venue de la maladie. On n'en sait pas plus sur cet épisode, mais c'est la seule allusion précise que l'on trouve chez Platon à cette peste d'Athènes. Dans le même banquet, le médecin Éryximaque, qui pourtant prend la parole et se fait le porte-parole de la médecine, ne l'évoque pas non plus. La tragédie ne donne guère plus de prise. Il n'est que de regarder Oedipe Roi. La tragédie date du début des années 420, donc est exactement contemporaine de cette période de la peste. Or, la manière dont est décrite la peste chez Sophocle est, semble-t-il, tirée de ce que Paul de Mont appelle le modèle épique. La peste est en quelque sorte désincarnée, elle n'est rien d'autre qu'une manifestation de la colère divine et elle est décrite sous la forme traditionnelle du loïmos associé aux calamités agricoles, à l'épizootie, à la stérilité des femmes, rien qui évoque de près ou de loin les événements qu'Athènes est en train de vivre ou qu'elle a vécu peu de temps auparavant. La suite de la tirade nous présente certes un appel à un sauveur de la part de la population qui vient supplier Oedipe d'effectuer une sorte de restauration de l'état initial, du retour à l'état normal, dirions-nous entre guillemets. Mais si cet appel à un sauveur se veut un rappel de Périclès, il reste cependant très, très lointain. Oedipe n'est pas Périclès, la suite de la tragédie le montrera. Ce à quoi se résument les effets de la peste chez Sophocle, c'est la dépopulation et la perte de la richesse, ici humaine, de la cité, puisque cela aboutit à une cité vide d'hommes, et qu'Oedipe est incité à apporter une réponse à ce fait. Il n'est que de comparer, oui, ça c'était pour vous montrer l'appel à cette restauration, il n'est que de montrer la différence avec l'Oedipe de Sénèque, pour montrer comment la tragédie pourrait prendre en compte cela.
Sénèque, lui, a lu son Thucydide et il le réutilise. Il reprend certes l'évocation traditionnelle des catastrophes naturelles, mais intègre les données thucydidéennes avec les sécheresses, alliant ainsi tradition épico-tragique et réalisme dans la description de la peste. Surtout dans cette seconde partie, où vous reconnaîtrez des passages directement tirés de Thucydide, c'est Oedipe qui parle, et il représente en particulier les infortunés qui jettent leur mort sur des bûchers allumés pour d'autres, ça c'est typiquement du Thucydide. On se dispute la flamme funéraire, le malheur étouffe tout sentiment, les restes sacrés des morts ne sont point ensevelis dans des tombes séparées, on se contente de les brûler et encore ne les brûle-t-on pas tout entiers. L'espace manque pour les sépultures et le bois des bûchers, ni prière ni soins ne peuvent adoucir la violence du mal, l'art succombe et le malade entraîne avec lui le médecin. Voilà mise en termes tragiques la description historique de Thucydide. Même silence chez les historiens. Hérodote, certes, est antérieur sans doute dans ses écrits à cet épisode, mais on ne trouve rien dans les fragments conservés des historiens contemporains de Thucydide, qu'il s'agisse d'Hélanikos par exemple, dont beaucoup de fragments ont été conservés, ou dans l'œuvre de Xénophon, de la même génération que Platon, qui, s'il n'a pas vécu la peste en tant qu'adulte, l'a peut-être vécu en tant qu'enfant, et en tout cas en a entendu parler par les générations précédentes. Cependant, s'il n'y a pas grand-chose chez les contemporains, donc même conservé de manière fragmentaire, il est intéressant de voir ce qu'il en est dans les sources plus tardives pour chercher si elles ont conservé la mémoire éventuelle d'une autre transmission. Voici par exemple ce que dit Diodore lorsqu'il mentionne pour la première fois la peste. Rien de plus finalement que ce qu'il y a sur Thucydide, et l'organisation du récit épouse, elle aussi, très précisément la narration thucydidéenne, puisqu'immédiatement après cette mention, Diodore passe au mécontentement contre Périclès. Il introduit la description des effets de la peste seulement à l'occasion de la seconde vague, celle des années 427-426, avec une reprise là aussi des chiffres thucydidéens et une différence de détail, mais qui n'est sans doute pas probante, les 300 cavaliers de Thucydide étant devenus 400 ici, et une estimation globale des autres habitants que Thucydide, lui, ne chiffrait pas. Il revient ensuite à l'exposé des causes de la maladie. On ne retrouve ici Thucydide que sur la fin, avec l'évocation de ces malades qui, pour se rafraîchir le corps, se jettent dans les puits et les fontaines. L'analyse des causes, cette fois, diverge par rapport à Thucydide, qui se refusait de les donner. Mais ces causes, les grandes pluies, la mauvaise nourriture, l'absence des vents étésiens, n'est sans doute pas imputable à des sources contemporaines de l'épidémie, mais semble plutôt reproduire l'évolution de l'analyse épidémiologique jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Certes, on trouve aussi quelques informations qui sont absentes chez Thucydide, en particulier la purification de l'île de Délos, utilisée comme remédiation à la peste, mais on ne voit pas qu'il y ait là l'origine d'une tradition véritablement différente de celle de Thucydide. Il en va de même de Plutarque, qui lui aussi centre son récit sur la reprise du récit thucydidéen, avec cependant quelques variations.
S'il reprend des éléments tels que la dévastation, les effets physiques et moraux de la peste, le rôle des réfugiés, la grande contagiosité et les accusations de Périclès, il emploie un autre ton pour les décrire. Il ajoute lui aussi quelques détails qui divergent par rapport à Thucydide. Par exemple, cette mention de la prise du siège d'Épidore, phénomène de la guerre, qui joue par rapport à l'économie du récit exactement le même rôle qu'avait joué l'épisode de Potidée chez Thucydide, qui sert simplement à montrer l'extension de l'épidémie et à introduire le mécontentement général contre Périclès. En revanche, Plutarque ajoute un certain nombre d'informations sur le côté plus anecdotique, si l'on peut dire, de l'épidémie, en mentionnant les pertes qui affectèrent la famille de Périclès. Thucydide, lui, ne les mentionne pas, il ne mentionne même pas la mort de Périclès en elle-même. On comprend à demi-mot, entre deux phrases, que Périclès a disparu de la scène politique, mais il ne dit pas qu'il est mort de la peste. Les mentions que l'on trouve chez Plutarque sont de l'ordre de la biographie ou de l'éloge et relèvent de la fin édifiante de l'homme politique. Ceci se voit en particulier dans la dernière anecdote rapportée par Périclès, dont l'origine est cette fois précisée, au moins pour une partie de l'information. Il s'agit de Théophraste, ce qui laisse supposer que, tant pour cette anecdote que pour l'analyse de l'influence des maladies sur le caractère, la transmission jusqu'à Plutarque est passée par la littérature médicale, transmise et réélaborée par l'école aristotélicienne, mais ne provient pas d'une autre source historique. Pourtant, Thucydide fait lui-même état de la pluralité des interprétations et des discussions au moment de l'épidémie. Depuis les premières hypothèses, celles qui ont fait croire un temps qu'elle avait été provoquée par les Péloponnésiens ayant empoisonné les puits, donc ayant volontairement diffusé en quelque sorte le virus, jusqu'à la multiplication des opinions, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine religieux, bien qu'il soit impossible de savoir quelles sont véritablement les causes de l'épidémie. Car cette diversité des analyses est d'autant plus vaine que les tentatives de remédiation sont toutes vouées à l'échec et qu'on reste dans l'ignorance générale tant des causes que des remèdes, que ce soit du point de vue médical ou du point de vue religieux. On reste devant l'inconnu. Thucydide renvoie ainsi dos à dos les deux types de débats, qu'ils soient médicaux ou religieux, et je renvoie ici aux articles de Paul Demont qui a exploré ces deux filons. Peut-être même fait-il allusion à des interprétations d'historiens contemporains sur les conséquences de l'épidémie en termes militaires. On soutint même que les Péloponnésiens avaient écourté la première expédition par peur de l'épidémie, mais Thucydide les dément aussitôt en montrant que cette interprétation est absurde puisqu'ils n'ont rien écourté, ce fut l'expédition qu'ils prolongèrent le plus. Dans l'histoire, on ne sait pas ce que traduit l'impersonnel qui peut tout aussi bien se reporter à l'opinion publique au moment des faits qu'à des interprétations postérieures. Mais les débats et les discussions contemporaines ont surtout porté sur la responsabilité politique de Périclès, qui a été la cible principale des critiques. C'est le résumé qu'en fait Plutarque, qui reprend en fait Thucydide, lequel met cette même analyse dans la bouche de Périclès lui-même
expliquant cette fois que ce n'est ni du ressort de la politique, ni du ressort de la médecine, ce qu'il ne précise pas, mais ce que suggère l'analyse de Thucydide, et qu'en fait, cette épidémie vient du ciel, non pas comme punition, mais comme imprévu, ce qui est l'analyse présentée par Thucydide lui-même. La question donc se pose de ce silence, et c'est là-dessus que je terminerai. On peut se demander pourquoi les sources contemporaines conservées ne parlent ni du vécu de l'épidémie, ni de ces polémiques évoquées par Thucydide et dont on peut trouver trace dans les textes postérieurs. Perte des sources, c'est possible, on n'a pas d'archives sur la période, mais même avec la perte des sources, on aurait dû en garder trace dans les fragments et avoir des attestations plus fréquentes dans les textes postérieurs. Damnatio memoriae, tabou porté sur un épisode douloureux que l'on voulait oublier, pourquoi pas, ou bien résilience, avec une oublieuse mémoire dont les traces se mesurent simplement dans le bouleversement des valeurs qu'avait évoqué Thucydide, la jouissance du moment présent, un souvenir chassant l'autre. L'autre question parallèle qui se pose est pourquoi cette insistance alors de Thucydide ? Traumatisme personnel en homme qui a été lui-même atteint de la peste, intérêt pour la médecine, bien évidemment, et c'est pour ça que son texte est resté célèbre, surtout paradigme d'analyse pour donner les symptômes afin de pouvoir jouir d'un savoir pour l'avenir, ce qui est parallèle à son exposé général sur la guerre. Savoir les choses permet de mieux anticiper et de savoir se comporter face au retour de tels événements. Cela a surtout une importance pour les conséquences militaires et politiques et sociales de la peste qu'il souligne à plusieurs reprises dans une analyse du temps long de la crise sociale et politique qui en résulte, associée à l'expérience de la guerre et de la stasis. Pour lui, la peste est l'une des causes de l'échec d'Athènes, à la fois parce qu'elle a échappé à la prévision de Périclès et parce qu'elle a entraîné un changement des mentalités. Cet effet est souligné par les deux textes qui encadrent l'épisode. Avant l'éclosion de la peste, lorsqu'il mentionne Athènes dans tout son épanouissement, et après la peste, lorsqu'il considère que rien ne fut plus accablant que cette épidémie et ne porta un coup plus grave à la puissance athénienne. Donc, pour conclure en quelques mots, Thucydide n'a évidemment pas inventé l'épidémie elle-même, mais il a inventé le genre du récit de la maladie. Il l'a déplacé du religieux au profane et a fait de l'épidémie un événement historique. Il en a fait surtout un événement politique à proprement parler. Intéressé partiellement par ses causes, bien davantage par les symptômes, dont il fait un paradigme méthodologique qui permet de mettre en parallèle médecine et histoire, il devient en quelque sorte ainsi le fondateur de l'histoire des épidémies. Mais il est surtout intéressé par ses conséquences psychologiques, morales, sociales, ses conséquences politiques et militaires, et dans ce cas précis, ces conséquences se focalisent autour de la personne de Périclès. Je vous remercie.